Nous reprenons le duel des éditorialistes chaque samedi sur notre Web TV avec deux éditorialistes de la presse nationale. Nous analyserons plusieurs sujets d'actualité. Aujourd'hui, nos deux confrères qui s'y collent sont Félix Boni du quotidien L'Inter. Bonjour Félix. Bonjour Ange. Assalé Tiemoko du bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné. Bonjour Assalé. Bonjour. Cette semaine donc, nous reviendrons ensemble sur trois thèmes. Nous évoquerons la crise sans fin au Front populaire ivoirien et surtout la succession de vagues d'arrestations que subit l'aile dure de ce parti. Ensuite, nous parlerons du sort de ces jeunes ex-combattants appelés fermement par le chef de l'État à vider les lieux publics ou privés qu'ils occupent depuis la fin de la crise post-électorale. Et puis enfin, nous parlerons du premier forum de la diaspora ivoirienne. Bonjour à tous. La première question de ce duel, Félix Boni, Assalé Tiemoko. Est-ce que ces vagues d'arrestations dans les rangs de l'aile dure du Front populaire ivoirien sont opportunes? Je commence par Félix ou par Félix. Il faut situer le contexte de ces arrestations. Je crois que ces arrestations interviennent dans le cadre de la crise qui secoue le Front populaire ivoirien et qui a fini par être tranchée par la justice, laquelle justice a reconnu un camp légitime et un autre camp illégitime. Et donc, juridiquement, on pourra dire que c'est de bon droit que les autorités ivoiriennes prennent des mesures conservatoires pour éventuellement éviter qu'il y ait le désordre créé par des gens qui ne sont pas reconnus, parce que le FPI version Sangaré est rentré dans une sorte de clandestinité comme le FPI à sa création au départ, là où le clan AFI est plus ou moins reconnu légalement par rapport aux textes fondamentaux de son parti et qui aurait voulu qu'il y ait un congrès formellement, légalement organisé qui permet d'élire un président à la tête de cette formation politique. Toutefois, le contexte des élections présidentielles dans 5 mois et demi qui approchent fait que ces arrestations ne sont pas de nature à rasséréner la population ivoirienne. Il faut se méfier parce que dans un contexte comme tel, on peut très vite interpréter ces arrestations et ça peut jouer sur le climat sociopolitique. Assalé Tiemoko. Je partage pratiquement le même point de vue. Je pense que le contexte dans lequel les arrestations sont intervenues n'est pas de nature à créer une atmosphère de quiétude au sein de la population. C'est vrai que la crise concerne un parti politique, le FPI, dont l'une, j'allais dire, des partis a été reconnue comme étant légalement celle qui est habilitée à parler au nom du parti, et l'autre a été pratiquement interdit de parole sous amende, sous astreinte. Alors maintenant, quand ils vont organiser un congrès, c'est vrai qu'ils vont un peu contre une décision de justice, mais est-ce que cela nécessite des arrestations et pratiquement des déportations, entre guillemets, dans des villes de l'intérieur, alors que je crois que l'arrêt que le juge a rendu, c'était que s'il utilisait les attributs du FPI pour s'exprimer, c'était des amendes qu'il devait payer. Pourquoi est-ce que c'est des arrestations qui arrivent? On était au niveau civil, maintenant ça devient pénal. Tout ça, ça crée un peu un imbroglio qu'on ne comprend pas. Et donc, derrière ces arrestations, il y a peut-être un certain nombre de réalités qu'on ne maîtrise pas, mais qui sont de nature à démontrer que les gens n'ont pas la capacité, bien la possibilité de s'exprimer librement en Côte d'Ivoire. Et en même temps, l'État a le droit de faire respecter la légalité. Et tout à fait, c'est de son droit de faire respecter la légalité. Mais moi, je pose le principe de la décision rendue par le juge. Il a dit que Afi est le président statutaire et donc reconnu comme tel, c'est lui qui a le droit de parler au nom du parti, et que les autres ne sont pas reconnus par les textes en Côte d'Ivoire au regard des lois qui régissent les associations. Et donc, si jamais ils utilisaient le logo et les attributs du FPI pour poser un acte, le juge a bien dit clairement qu'il les condamnerait à payer des amendes de 10 millions par jour. Hein. Alors, ils font ça, on ne les appelle pas pour les condamner à payer 10 millions par jour, c'est des arrestations directes. Est-ce qu'on passe uniquement rapidement du civil au pénal? Moi, cette façon de faire m'inquiète un peu. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème, un affrontement entre deux thèses, la thèse de la légitimité face à la thèse de la légalité? Je veux parler du Front populaire ivoirien. La légitimité... Qui aujourd'hui a la légitimité, qui aujourd'hui a la légalité,
Je pense que si on veut, si on veut rentrer dans ce schéma, la légitimité, c'est celui qui, vis-à-vis des textes fondamentaux du parti, le Front populaire ivoirien, a le pouvoir reconnu par, j'allais dire... Est-ce que ce n'est pas plutôt la légalité? La légalité, parce qu'aujourd'hui, la légitimité populaire serait... La légalité, c'est vis-à-vis des textes du pays, c'est-à-dire vis-à-vis de la loi qui vaut pour tout le monde. Mais donc, la légitimité, est-ce que Afi N'Guessan peut jouir de la légitimité au Front populaire ivoirien? Je dirais vis-à-vis des textes du FPI, oui. Mais la légitimité populaire, Afi N'Guessan ne l'a pas, c'est-à-dire sur le terrain. Il faut être clair, il faut être véridique. Afi N'Guessan n'a pas cette légitimité populaire à l'intérieur de son parti. Mais il aurait fallu qu'on aille à un congrès, que le FPI aille à un congrès et que... Tout le FPI. Tout le FPI aille à un congrès et que le responsable légitime du FPI, c'est-à-dire légitimité populaire, légitimité vis-à-vis des textes du FPI, soit désigné pour que ce soit le véritable porte-parole de ce parti et reconnu auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, je crois que l'État de Côte d'Ivoire s'est saisi d'un morceau de cette crise pour prendre une décision, pour arrêter une formule. Et cela, j'allais dire, tel que les choses sont passées, on ne pouvait pas éviter le désordre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il va falloir regarder de près ce dossier et reconsidérer certaines choses, aider peut-être les dirigeants de cette formation politique à aller à un congrès pour mettre fin à ce désordre. Oui, et sur la question, je voudrais dire qu'effectivement, on doit s'interroger au FPI aujourd'hui qui a la légitimité et qui a la légalité. La légalité, ça ne pose aucun problème. C'est clair, jusqu'à preuve du contraire, c'est Afi N'Guessan qui est le président du FPI. Il faut un congrès. Il a la légalité. Maintenant, la légitimité, c'est se demander est-ce qu'il représente quelque chose encore aujourd'hui au sein du FPI. Et votre voilà. réponse? Ma réponse est que sur le terrain, c'est clair, Afi N'Guessan ne représente pas aujourd'hui la majorité des militants du FPI. On a vu la tournée qu'il fait actuellement dans la zone de Boaké, surtout la mobilisation qu'il attend, c'est pas du tout ça. Et donc, quand on a un tel contexte, d'ailleurs, après l'arrestation de ses camarades qui sont emprisonnés depuis quelques jours, si Afi N'Guessan était dans une dynamique de réconciliation, était vraiment dans une dynamique de reconstruire, de recoller les morceaux du FPI, je pense qu'il aurait dû interrompre son périple dans la zone de Boaké et rentrer sur Abidjan pour demander à ce que ses camarades soient libérés et que cette affaire soit réglée à l'interne du FPI. Mais au contraire, on a l'impression que ça lui profite, que ça lui crée un boulevard dans lequel il s'est engouffré et qui, pour moi, va se terminer dans un mur devant lui qu'il ne voit pas peut-être. Alors, certains voient dans cette crise-là la main du pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté du pouvoir d'en finir avec le principal parti de l'opposition? C'est de bonne guerre. Et moi, c'est une analyse que je fais très souvent en faisant le parallèle entre ce qui se passe au FPI aujourd'hui et ce qui se passe au MFA. Voilà. Dans le cas du FPI, on dit que c'est Afi N'Guessan qui est reconnu comme l'autorité légale, pour parler au nom du parti. Dans l'autre camp, des dissidents, au mépris des textes qui régissent le MFA, dégomment, entre guillemets, le président, et puis le pouvoir et les partis de ce regroupement qu'on appelle RHDP cautionnent tout ça. Anaki fait des procédures comme Afi N'Guessan le fait, mais il n'a pas les mêmes résultats que Afi N'Guessan quand il fait ces procédures. Donc, tout ça donne l'impression que, quelque part, on tire les ficelles et on veut fragiliser le FPI au maximum afin que celui qui va être devant le président pour les élections présidentielles ne représente aucun danger et qu'il puisse gagner sans coup féri, quoi. Il ne faut même pas regarder seulement le FPI. Je crois que le FPI, s'il s'agit du FPI, je dirais que les dirigeants du FPI sont pris à par leur propre turpitude. Le président Gbagbo disait tantôt que si je savais que l'argent pouvait acheter des hommes, je n'aurais jamais acheté des armes. Le président Ouattara l'a si bien compris qu'il a commencé à acheter des hommes, et ce n'est pas seulement au FPI. Le PDCI est divisé. Vous n'allez pas me dire que ça aussi, ce n'est pas le pouvoir. Le FPI est divisé. On voit comment le pouvoir tire les barons de cette division. Il y a le PIT qui est également en train de se diviser. Le MFA, n'en parlons pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir en place a compris qu'on peut acheter des hommes avec de l'argent. Et des hommes sont en train de se faire acheter effectivement avec de l'argent. Et on remarque de plus en plus que la politique en Côte d'Ivoire n'est pas basée sur des fondamentaux de conviction. On n'a pas des hommes de conviction en politique. On a des gens qui viennent juste en politique pour le ventre et qui sont facilement malléables, facilement corruptibles, qu'on peut facilement acheter. Et on les voit. Je crois que ça, c'est ce que le président
Ouattara aujourd'hui au pouvoir et son groupe pensent pouvoir capitaliser. Mais c'est un mauvais jeu parce que la masse électorale suit ce genre de pratiques. Et parfois, on peut acheter 2 ou 3 dirigeants quelque part, mais au regard dans cette ambiance-là, vous pouvez perdre de la sympathie vis-à-vis de la masse électorale. Je dirais par exemple un Anaki comme ça, qui aujourd'hui est en train de perdre le MFA, mais je crois que la parole du MFA au niveau d'Anaki pourra être suffisamment pernicieuse pour le pouvoir en place par rapport à ceux qui sont là, qui vont parler désormais au nom du MFA, parce qu'on les regardera comme des gens achetés et qui n'ont pas de coffre. Et est-ce que cette situation de fragilisation des partis politiques ne fragilise pas aussi la démocratie ivoirienne, Hassané? Ben justement, vous savez, j'écoutais la dernière fois une émission où on parlait du nouveau texte voté au Mali qui reconnaît maintenant un statut vraiment particulier et encadré par une loi pour l'opposition, avec le chef de cette opposition qui a pratiquement rang de président d'institution, avec tout ce qui va avec. En Côte d'Ivoire, on n'a pas encore atteint ce niveau. C'est dit le retard que nous accusons chaque jour. Mais quand on regarde sur le terrain, les pratiques qui sont mises en place de l'époque de Bédié à celle de M. Gbagbo jusqu'à celle de M. Ouattara, on a l'impression qu'on répète les mêmes choses et qu'au lieu de construire une démocratie dans laquelle tous les Ivoiriens se retrouvent, on construit une démocratie qui nous pousse finalement vers une sorte de parti unique qu'on veut mettre en place sans dire le nom. Parce que finalement, on a l'impression qu'on fait tout pour qu'il y ait qu'un seul camp, que tout le monde s'aligne sur une seule position et qu'on revienne au parti unique. C'est ça qui est assez curieux dans cette affaire. Alors, je vais vous proposer d'écouter, à propos des arrestations dont on parlait tout à l'heure, je vais vous proposer d'écouter le secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien, El Sangaré. C'est à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a donnée en réaction justement à ces arrestations d'Hubert Oulaye, Sébastien Danon-Djedje et Justin Koua. Il est au micro d'Irène Bailly et de Landry Flan. On l'écoute. Les enlèvements de ce jour, dignes de la Gestapo hitlérienne, font suite à l'échec du pouvoir dans cette tentative d'empêcher la tenue du congrès de Mama. Le FPI s'interroge. À quoi obéissent donc ces actes de véritable trouble à l'ordre public auxquels le pouvoir se livre aujourd'hui, mais depuis quelques mois déjà? Comment comprendre que le pouvoir, qui devrait tout mettre en œuvre pour la paix sociale en cette année électorale, s'emploie à créer des foyers de tension? Est-ce que le régime Ouattara veut réellement organiser les élections en cette année 2015? Ne cherche-t-il pas plutôt les prétextes pour se maintenir au pouvoir sans élection? Aucune loi de la République n'interdit aux militants d'un parti politique de se réunir. Toutes les tracasseries et les persécutions dont le FPI est victime depuis quelques mois maintenant constituent de graves violations des droits de l'homme et libertés individuelles. Les enlèvements opérés ce jour contre nos camarades constituent la provocation de trop. Puisque le FPI ne peut pas accepter d'être acculé et poussé jusque dans ses derniers retranchements, le FPI prendra acte de ce qu'il n'a d'autre choix que de prendre la rue, d'appeler les Ivoiriens à prendre la rue, et très bientôt. Voilà ce à quoi le pouvoir doit s'attendre, puisqu'il ne nous donne aucun autre choix. Alors, Félix et Hassané, le FPI va reprendre la rue. Est-ce qu'il le peut? C'est une question, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que dans le contexte actuel, avec la division qui règne dans ce parti, est-ce que, avec pratiquement les têtes de pont de l'aide dissidente qui sont en prison, Sangaré pratiquement contraint au silence, est-ce qu'ils ont les moyens de mobiliser leurs militants et pour prendre la rue? Honnêtement, j'en doute. Mais on a en matière politique, il peut y avoir des surprises. Et le pouvoir, je pense, n'a pas intérêt à pousser les gens à descendre dans la rue. Même 1, 2, 3 personnes, ça peut créer des troubles et ça peut provoquer d'autres choses. Donc, s'ils le disent, certainement qu'ils ont une stratégie qui va leur permettre de mobiliser afin de mettre la pression sur le régime pour que cette affaire au FPI soit réglée. Alors, Félix? Il faut craindre toujours qu'un parti politique ou
que des acteurs politiques, des leaders politiques soient contraints à la clandestinité, à vouloir comprimer la liberté, elles finissent par s'exprimer autrement. Et si on ne fait pas attention, qu'on continue de bander la muscle, à tirer sur la corde raide, elle va finir par rompre. Parce que, attendons-nous dans la suite de cette déclaration, à voir demain des gens qu'on ne pourra plus maîtriser, qui vont se retrouver dans la rue. Et la Cour pénale internationale suit tout ce qui se passe maintenant. Désormais, on ne peut plus se permettre certaines choses dans nos différents pays. La répression sauvage d'hier qu'on a connue dans nos États, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Donc il faut s'attendre à ce que ces gens d'appel, il faut les prendre au sérieux, poussent des gens demain à se retrouver dans la rue pour dire on en a marre, faites ce que vous voulez, on en a marre. Et ça, c'est dangereux. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, ce sera ma toute dernière question sur ce thème-là, comment le parti de Laurent Gbagbo peut-il aujourd'hui sortir de cette crise sans fin? Honnêtement, moi je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. La division est tellement profonde. Elle est idéologique. Voilà, elle est idéologique et elle a atteint, j'allais dire, les sommets. Affinissant par son comportement, a fini par, j'allais dire, se couper lui-même de la base du FPI. Peut-être qu'il a la légalité, il a les forces publiques auprès de lui pour faire ce qu'il a envie. Voilà, il a les textes avec lui. Mais est-ce qu'il sera en mesure d'organiser lui-même un congrès pour faire élire, il a annoncé, on verra comment ça va se passer, avec qui il va faire ce congrès. Mais je me demande où est-ce qu'il court? Où pense-t-il courir ainsi? À quoi pense-t-il pouvoir arriver avec cette façon de faire qui augmente la haine, j'allais dire, de ceux qui sont pour Gbagbo Laurent ou rien du tout et qui considèrent qu'il a trahi? Je ne vois pas d'effort de sa part pour rassembler son parti. Et en tant que quelqu'un qui est devenu comme un homme d'État, qui a des premiers ministres dans ce pays, moi, son comportement me paraît être celui d'un petit opportuniste qui cherche à avoir une place. Et puis bon, ce qui se passe derrière, il s'en fout. Vous savez, au départ de cette crise, était un problème de positionnement entre des héritiers, je dirais, de Gbagbo. Ils n'ont même pas attendu que Gbagbo soit mort pour commencer déjà à se positionner. Hein. Au départ, c'était un problème de personne. Mais ce problème de personne, je pense que peut-être Affi N'Guessan n'a pas su bien attraper son bout, au point où il est en train de paraître pour un lâche dans son propre parti politique. Mais le FPI sans Affi N'Guessan, le FPI ne gagne pas sans Affi N'Guessan. Mais Affi N'Guessan aussi ne gagne pas sans les autres. Finalement, ils ont tous intérêt à se remettre ensemble pour reconstituer l'appareil politique qu'ils ont pu, j'allais dire, mener jusqu'au pouvoir en 2010. Et je pense que l'homme, la seule personne capable de pouvoir ramener ce pays à cette cohésion, s'appelle Laurent Gbagbo. Comme des gens vont, ils le rencontrent, ils ressortent, et qu'il peut, ne serait-ce que peut-être en un mot, rappeler les uns les autres pour dire, écoutez, vous asseyez-vous, entendez-vous, je veux que vous fassiez ceci. Je crois qu'une seule instruction de la part de Laurent Gbagbo, comme il l'a fait pour l'organisation des obsèques de sa mère, pourra permettre à ce Front populaire ivoirien de se remettre ensemble. Quitte à ce que Affi N'Guessan continue de s'entêter et non de foncer droit dans le mur. Deuxième thème de ce rendez-vous, l'avenir des ex-combattants qui jusque-là occupent des édifices privés au public depuis la fin de la crise post-électorale. Le chef de l'État, le 1er mai dernier, a réitéré avec fermeté son mot d'ordre. Certains se sont exécutés et d'autres traînent encore le pas. Avant d'aborder cette question avec vous, je vous propose d'écouter le président Ouattara le 1er mai dernier. Ce sont des propos recueillis par Jean Jaurès Tahabi et Landry Flan. J'ai lancé un appel à Thiassalé il y a quelques jours pour dire à nos jeunes, à nos enfants, ex-combattants, de rentrer dans le programme de l'ADDR. Parce que ce qui me soucie, c'est leur avenir. Et je pense que rester dans des camps comme la BAE de Yopougon, ou le camp d'Abobo, ou ailleurs, ce n'est pas cela l'avenir. Pour l'avenir, nous devons les former. Et cela demande que ces jeunes soient déménagés de ces sites. Et que ces sites reviennent à ceux à qui ça appartient. La police, à Yopougon, la gendarmerie à Bobo. Sur les 4000, il y a 2000 qui ont déjà quitté les lieux et qui sont heureux de l'avoir fait parce qu'ils savent maintenant que nous allons leur donner un avenir. Ils vont aller dans des camps de resocialisation
à Bayakro, à Boiflé et dans d'autres sites que nous avons aménagés. Ces jeunes gens ont été courageux. Ils se sont battus pour la liberté d'Abidjan, pour la liberté des Ivoiriens. Ils peuvent compter sur moi. L'armée ne peut plus absorber d'ex-combattants, mais nous ferons tout pour qu'ils aient une formation, un emploi et un avenir. Alors, Assalé Tiemoko, l'avenir des ex-combattants est lié à la stabilité de ce pays. C'est vrai que le chef de l'État se veut rassurant, mais on sait que la situation est très complexe et compliquée. Elle est d'autant plus complexe qu'en tant que journaliste, tu travailles très souvent sur ces questions de sécurité. Et je puis dire que peut-être la solution, ce serait d'abord de commencer par auditer l'armée ivoirienne. Qui sont ceux qu'on a recrutés après la crise post-électorale, qui sont considérés aujourd'hui comme nos forces légalement constituées. Parce que, vous savez, moi j'étais en prison il y a environ 7 ans, et il y a des gens avec qui j'étais en prison, j'étais condamné à 20 ans, j'étais condamné à 15 ans de prison, que moi j'ai retrouvé dans cette armée qui est aujourd'hui considérée comme l'armée légale. Ils n'ont participé à aucun combat. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont dans cette armée-là. Et puis, vous avez des gens qui ont vraiment participé à cette crise post-électorale, qui ont perdu beaucoup de choses, mais qui, dans le partage, j'allais dire, du gâteau pour l'insertion dans l'armée, ont été complètement abandonnés. Chaque chef militaire, chaque responsable du RDR qui avait un certain pouvoir a pu faire venir 2 neveux, a pu faire venir 2 nièces, ainsi de suite, dans la douane, dans la police, ainsi de suite. Et puis, bon, on a bouché tous les trous. Et puis, les vrais combattants, pour la plupart, sont restés sous le carreau, n'ont pas eu de matricule. Aujourd'hui, on leur dit, dégagez des camps que vous occupez, on va vous prendre dans le processus ADDR. Mais à Yopougon, à la BAE, ceux qui ont été déguerpis là-bas, on en a rencontré quelques-uns, mais je peux vous assurer qu'ils sont dans une sorte de colère qui ne dit pas son nom. Et à la moindre occasion qui se présenterait, ils profiteraient pour faire du grabuge. Et donc, on est dans un contexte qui semble être un contexte de paix, tranquille, mais c'est comme une sorte de marmite qui bout. Il suffirait d'un petit geste pour que ça se renverse et que ça brûle tout le monde. Donc moi, c'est un peu l'idée que j'ai de ce qui se passe. Quand le président parle, on a l'impression que c'est avec assurance qu'il parle et qu'il sait que les gens vont avoir une place. Alors que réellement, les jeunes gens sont complètement désespérés. Et quand on est désespéré, on peut être capable de tout. Félix, il y a Soro qui disait, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, qui disait récemment que le volcan n'est pas complètement éteint. Est-ce qu'on peut appliquer cette phrase-là également à la situation des ex-combattants, comme vient de le dire Assalé Tiemoko? J'allais dire qu'on est assis sur un magma, parce que cette question de libération des sites occupés, j'allais me poser la question de savoir, mais pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'on pose cette question? Pourquoi c'est de façon si cavalière que maintenant on pose cette préoccupation? Est-ce que le président de la République subit une pression quelque part? On a toute l'impression, parce que subitement, à 6 mois des élections, on a fait un cheval de bataille, on a des cars qui mettent en position, on prend les gens, ils ne sont même pas préparés, ils n'ont même pas été préparés à ce qui leur est arrivé. On a passé quand même 4 ans après la crise post-électorale. Je crois que pendant 4 ans, il aurait fallu étaler sur cette période-là les préparatifs de l'avenir de ces jeunes. Ce n'est pas en 6 mois qu'on va penser. Et l'avenir de ces jeunes, ils ne l'ont conçu nulle part ailleurs d'autre que dans l'armée. C'est-à-dire pendant 4 ans, ils n'ont rêvé que de rentrer dans l'armée. Ouais. Et puis subitement, un matin, un discours, paf, il n'y a pas de place dans l'armée pour vous, déguerpissez, quittez les endroits que vous occupez. C'est des frustrés. Et nous avons eu des contacts avec ces personnes. C'est des frustrés qui sont partis, qui aujourd'hui, à la moindre étincelle... les armes? Il y en a qui, selon les échos qu'on a, il y en a qui n'ont pas déposé les armes, qui ont camouflé les armes, qui au moins, à la moindre étincelle, sont prêts à récupérer ces armes et à rentrer dans un mouvement. Aujourd'hui, pour dire le vrai, pour dire les choses telles qu'elles sont, on a l'impression que les enfants n'attendent que les 800 000 de pécule qu'on leur promet. C'est-à-dire après la resocialisation, quand ils ont les 800 000, c'est-à-dire ils empochent ça, et puis maintenant ils vont faire valoir éventuellement ce qu'ils ont dans la tête. Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre qu'ils vont faire ressortir? Personne ne sait. C'est un danger. On est assis sur du magma. Combien sont-ils exactement aujourd'hui, ces ex-combattants? Est-ce que l'État a réellement les moyens de régler ce problème-là?
Je pense qu'on ne peut pas déterminer, même quand vous interrogez le ministère de la Défense, ils ne sont pas à mesure de vous dire... Il y a aussi les chiffres que donne l'ADDR. L'ADDR, quand vous interrogez le ministère de la Défense, ils ne sont pas à mesure de vous dire exactement combien de personnes sont concernées par cette situation. Je me souviens, il y a moins de 2 mois, que le ministre Paul Kofi disait qu'il y a environ 15 000 personnes qui n'ont pas été profilées et qui n'ont pas de matricule, qui sont en tenue, qui ont des armes, mais qu'on ne retrouve nulle part. Et il y a eu un communiqué qui est passé dans la presse pendant presque 2 mois, où on les appelait à venir déposer des armes et à intégrer le processus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait même pas où ils se trouvent. Beaucoup parmi eux ont des armes à main, ils les ont gardées certainement en lieu sûr, attendant le moment propice pour réagir. Donc, on est, comme il a dit, on est assis sur un magma. Les larves sont en bouillir et puis bon, on attend le moment pour que ça éclate. Et quand le président, subitement, parce que moi j'étais à Kessaly pendant la visite dans ce département, c'est une phrase qui est sortie comme ça, l'ultimatum, pour dire le 30 juin, je ne veux plus voir tous ces gens-là dans ces... Mais en même temps, il est dans ses droits, c'est le chef de l'État. Oui, mais bien sûr, mais est-ce que, comme Boni le disait, ça fait 4 ans que ces gens sont là. Pourquoi c'est à 5 mois des élections qu'on les déguerpit et qu'on les met... Où ils vont d'ailleurs quand ils sortent de ces endroits? Où est-ce qu'ils vont? On ne sait pas. On ne sait pas où ils vont. Voilà. Ce n'est pas 500 personnes, ce n'est pas 200. C'est 2000 personnes, c'est 3000 personnes. Où est-ce qu'ils vont quand ils sortent du camp de la BAE, quand ils sortent du camp de Abobo? Voilà des questions qu'il faut adresser et il faut faire en sorte que ces jeunes-là ne se retrouvent pas sur nos routes avec leurs armes et qu'ils attaquent les cars et autres, comme ça se passe aujourd'hui dans les zones comme celle du Nord où l'insécurité a atteint un niveau tel qu'on ne sait pas comment gérer ça. Voilà. Il y a des ex-combattants dont on ne parle pas assez. Ce sont les ex-combattants pro-Gbagbo. Que sont-ils devenus, ces gens? Ben justement, c'est ça, c'est là la question. Je me rappelle que dans le programme national de réhabilitation, de réinsertion et réhabilitation communautaire, toutes ces personnes étaient prises en compte. Quand on arrive avec l'ADDR, on a l'impression que les ex-combattants, c'est comme dans la crise ivoirienne aujourd'hui, quand on parle de victimes, je ne sais plus qui est victime et qui ne l'est pas, mais les victimes semblent être dans un camp, catégorisées dans un camp, comme les ex-combattants dans un camp. On a même l'impression que cette question d'ex-combattants, c'est pour réinsérer des gens d'une communauté donnée. Et il a dit tantôt, beaucoup de gens ont été remplacés dans cette question de réinsertion en lieu et place des vrais ex-combattants. Et j'ai interrogé l'un des premiers responsables de cette structure de réinsertion qui a dit effectivement, voilà, la faiblesse, c'est qu'il y a trop d'interventions. Il y a même des ministres qui sont venus avec leurs nièces, des neveux qui n'ont jamais attrapé une arme, qui occupent aujourd'hui des postes aux impôts, à la douane, dans l'armée, au détriment de ceux qui ont véritablement pris les armes, qui se sont battus. Donc, du coup, on ne sait plus finalement qui est ex-combattant. Où sont les ex-combattants pro-Gbagbo? Ils sont de la nature. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas compter les 15 000 ou 19 000 que le ministère n'arrive pas véritablement à chiffrer. Mais en dehors de ces 15 000, 19 000, il y a d'autres ex-combattants qui sont de la nature. Je vais parler des gens de FSCO, FLGO, et de tous ces gens qu'on a connus qui étaient armés, qui défendaient l'Ouest, qu'on a connus en armes. Où sont-ils? Ils sont dans la nature avec leurs armes. Nous allons passer au 3e thème de ce magazine, le premier forum de la diaspora ivoirienne. C'est un événement important. La Côte d'Ivoire s'intéresse au sort de ses ressortissants à l'étranger. C'est louable. Mais en même temps, l'État veut que sa diaspora joue un meilleur rôle dans l'édification d'une nation qui a l'ambition de se qualifier à l'émergence. Je rappelle que près de 1 200 000 Ivoiriens vivent à l'étranger et représentent un peu plus de 5% de la population ivoirienne. Et aujourd'hui, la diaspora ivoirienne envoie chaque année au pays au moins 200 milliards de francs CFA. Alors, l'État veut mieux organiser l'aide de la diaspora, c'est bien non, mais est-ce que cela suffit? Je pense que c'est déjà bien de prendre l'initiative de penser à sa diaspora. Des pays comme le Mali, le Burkina, je veux dire des pays de l'interlangue de l'Afrique de l'Ouest ont déjà pensé à ça. On sait ce que la diaspora bien organisée rapporte à un pays comme le Mali, qui à la 8e réunion, au 8e sommet de la francophonie, a posé cette question de la diaspora de façon ouverte devant les autres chefs d'État.
C'est déjà bien de prendre l'initiative d'organiser cette diaspora, mais il faut créer les conditions pour que cette diaspora puisse effectivement participer, j'allais dire, au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Parce que je connais un des dirigeants de cette diaspora qui, depuis un bon moment, pose des préoccupations de comment est-ce qu'il faut transférer les fonds, toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Et au-delà du folklore, ils rencontrent effectivement beaucoup de difficultés pour effectivement reverser des fonds à la nation ivoirienne. Pourquoi vous parlez de folklore? Le folklore, parce que on organise beaucoup d'activités, de rencontres de ce genre, comme ce forum qu'on organise. Vous souvenez-vous, en 2000, on a organisé un forum pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, mais qui n'a pas empêché qu'il y ait une rébellion à peu près 1 année et demie après. Donc, quand on organise ce genre d'activités, ce forum, pour moi, c'est du folklore. Je vais voir dans le concret, qu'est-ce que cela va donner, quelles sont les dispositions que l'État de Côte d'Ivoire va prendre pour permettre à sa diaspora de se rendre utile pour le pays. Et justement, le but de ce forum, c'est d'organiser cette aide-là qui vient de la diaspora. A-t-on besoin forcément d'un forum pour pouvoir organiser cette diaspora? Mais en même temps, si on ne crée pas un cadre de discussion, comment est-ce qu'on parle? C'est pourquoi je salue l'initiative. Je salue quand même l'initiative, mais en espérant qu'on ne restera pas dans le folklore et qu'on traduise cela dans les actes, dans les faits, pour que cette diaspora-là puisse effectivement se rendre utile. Parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons qui poussent dans certains quartiers d'Abidjan, qui n'étaient pas des quartiers aussi huppés que Cocody, le quartier huppé. Mais quand vous demandez tel immeuble, ça appartient, qui dit c'est tel joueur. Vous voyez ce que ces gens-là rapportent déjà au pays. Il faut organiser tout cela, les transferts de fonds. Il y a tout un ensemble de détails, d'éléments qu'il faut prendre en compte pour permettre à cette diaspora-là de se rendre utile. Et si au besoin, on peut copier. Il ne faut pas avoir honte à copier ce qui est bon. Les Maliens sont en avance, largement en avance sur nous. Copions ce que les Maliens font, pour que la diaspora ivoirienne également puisse faire comme la diaspora malienne. Et je pense qu'au-delà de ce forum, il faut passer aux actes. Alors, Assalé Tiemoko... Parce que je le dis parce qu'on organise beaucoup d'activités de façon pompeuse comme ça. Vous allez apprendre demain que le budget de ce forum aura été de tels milliards. Chez nous, maintenant, on ne parle plus en termes de millions. Tout est chiffré en milliards. L'unité de valeur ici, c'est le milliard. Comme si c'était 10 000, 100 000 francs que quelqu'un met dans sa poche pour se balader. Voilà. Alors, Assalé Tiemoko, est-ce que vous parleriez aussi de folklore? Oui, c'est un peu une sorte de pratique, j'allais dire, tropicale, d'organiser ce genre de cérémonie pour dire qu'on prend des choses en considération. En même temps, il faut dire que ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Voilà, pas spécifique, tout le monde le fait. Mais pour en revenir à la Côte d'Ivoire, moi je veux dire qu'il faut envoyer des signaux forts à ceux qui sont à l'extérieur. On a l'occasion de voyager de temps en temps à l'extérieur du pays et on arrive à échanger avec nos frères qui sont de la diaspora. Je vous donne un exemple simple dont on a traité, dans notre journal. Voilà un jeune Ivoirien qui est depuis 25 ans aux États-Unis, qui veut venir investir dans son pays, qui fait rapatrier dans une banque ici près de 200 millions de francs CFA. Au moment où il arrive à Abidjan pour récupérer l'argent a disparu dans la banque. Ça fait 8 ans qu'il court derrière son argent. Les tribunaux sont incapables de rendre une décision définitive pour condamner la banque qui, dans tous les cas de figure, est responsable de ce vol-là. Et le jeune homme est reparti. Moi, j'ai échangé avec lui, il a dit, ce pays-là, je n'y mets plus jamais les pieds. Et pourtant, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Alors, quand il repart aux États-Unis, il fait le compte rendu de sa mésaventure en Côte d'Ivoire à ses camarades qui sont là-bas. Et donc, tout le monde dit, tant qu'on ne crée pas un environnement juridiquement sécurisé, qui peut sécuriser nos investissements, pourquoi est-ce que le fruit de notre travail qu'on a obtenu honnêtement à l'extérieur, on irait le mettre là-bas et puis un bon matin que quelqu'un arrive, il se fait attribuer un papier faux au niveau d'un tribunal, il va corrompre un juge et puis bon, votre affaire est mise à l'eau. Ça, c'est ça d'abord qu'il faut adresser. Tant que cela ne sera pas clairement défini, on n'aura pas une justice qui rassure tout le monde, on va beau organiser des forums, nos frères de la diaspora ne viendront pas risquer leur argent dans ce contexte-là. Tous les jours, on a les exemples. Et quand un forum de la diaspora organisé à 5 mois des élections, avec un contexte, une ambiance préélectorale aussi musclée, aussi électrique, vous pensez que cette diaspora-là est prête à venir investir dans un pays comme ça? Je pense qu'il y a des périodes où il faut toujours choisir. Il y a toujours du marketing qu'il faut faire à chaque fois. À chaque fois qu'on doit organiser ce genre d'activité, est-ce que le contexte ici est?
Quand on finit d'organiser des élections, qu'on a un contexte, une situation bien apaisée, on peut appeler sa diaspora pour dire, écoutez, votre pays a besoin de vous pour le développement. Mais moi, je suis à l'extérieur. Vous voyez, les Ivoiriens qui sont à l'intérieur, nous faisons partie de ceux qui meurent dans les eaux de la Libye. C'est-à-dire, on cherche plutôt à sortir plus qu'à revenir. Quand des gens cherchent à sortir qu'à revenir, vous pensez que ceux qui sont là-bas vont chercher à venir investir ici? Vous pensez que ceux qui sont là, qui suivent aujourd'hui, qui lisent les journaux, qui sont venus à ce forum, qui suivent, qui ont lu les journaux, qui voient ce qui se passe, les arrestations par-ci, les discours musclés par-là, les ex-combattants et leur situation. Mais en même temps, il n'y a pas que ça qui fait avancer aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Il y a voilà, bien des choses qui sont faites allant dans le sens du développement. Donc, oui, il faut apprécier également cela. Il faut relativiser le développement parce que, écoutez, quand les gens limitent le développement aux infrastructures, mais le développement, il est humain d'abord. Il faut que ça profite d'abord à l'homme. Le développement, c'est l'homme d'abord. Vous avez beau développer des rues, des ponts, créer tout ce qu'il y a à construire, c'est l'homme qui doit circuler sur le pont. Il faut qu'il soit sûr qu'en circulant sur ce pont, en allant de l'autre côté du pont, il est en sécurité. Quand j'habite derrière l'eau ici, à Makori, en allant à Cocody, la nuit peut-être dans une boîte, il faut que je sois sûr que je reviendrai tranquillement chez moi. Donc c'est tout ce contexte-là qui constitue le développement. Il faut tenir compte également de l'environnement du développement. Donc celui qui est là a besoin de savoir que je peux venir dans mon pays investir parce que la situation est calme et je ne risque pas mes moyens en rapatriant ces moyens-là pour les investir. Sinon, il garde son argent à l'étranger, il est plus tranquille. Et on ne nous a pas encore dit si les intentions d'investissement suite au forum économique de la diaspora, c'était il y a quelques mois, si ces intentions d'investissement ont été concrétisées. Il n'y a jamais de bilan. Je veux dire, on ne lui fait pas de bilan officiel quand ces choses se passent. Il y a des intentions d'investissement dont on nous donne les chiffres. On dit on va investir 400 milliards, on va investir 500 milliards. Peut-être que nous aussi, on n'a pas demandé au CPC. Ah, mais le CPC doit communiquer sur les résultats de certains organismes d'État. Il faut qu'on dise aux Ivoiriens, quand on annonce qu'il y a des intentions d'investissement de 300 milliards, après un an, combien de personnes sont venues effectivement investir? On sait que les hôtels sont remplis, les gens viennent, les avions sont remplis pour venir en Côte d'Ivoire, mais combien laissent $1 avant de repartir? Quand ils ont vu le contexte, quand ils ont vu l'environnement, quand ils ont écouté les uns les autres, ben, je crois que c'est sur la pointe des pieds qu'ils s'enfuient. Donc aujourd'hui, il y a des grands travaux, mais tout ce qui est fait, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu des investissements qui créent des emplois durables actuellement depuis que ce régime est installé? Ça ne se fait pas réellement. C'est vrai qu'on dit qu'il faut du temps. Il faut du temps, mais comme il a dit, le développement n'est pas uniquement, j'allais dire, au niveau des infrastructures. Le premier élément du développement, c'est le développement humain. Quand il y a une croissance dont on dit qu'elle frôle les 2 chiffres, et que vous regardez cette paupérisation du peuple de Côte d'Ivoire, cette jeunesse diplômée, et qui depuis 10 ans, depuis pratiquement 15 ans, est encore assise au bord des routes en train de gérer des cabines téléphoniques pour s'en sortir avec moins de 500 francs par jour. C'est là que ça se passe. Depuis 10-15 voilà. ans, donc ce n'est pas la faute à ce pouvoir. Non, on ne dit pas que c'est la faute à ce pouvoir. C'est un contexte qui remonte à longtemps. Mais aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'homme soit remis au cœur de la politique. Voilà, il faut remettre l'homme au cœur du développement. Tout doit tourner autour de l'amélioration de ses conditions de vie. On peut faire des ponts, on peut faire des routes. C'est important pour qu'il y ait le développement. Mais quand le gars rentre à la maison le soir, il veut voir dans son assiette de quoi manger. Voilà. Est-ce que dans sa poche, il y a eu un changement depuis que ces gens sont là? Voilà la question qui se pose. C'est vrai qu'il y a une croissance, mais une croissance qui concerne peut-être un petit groupe qui en profite. Mais la majorité demeure encore dans la misère. Mais c'est déjà un début. Voilà. Les cours communs, ça ne désemplit toujours pas. Hein. Voilà, on a fait le tour de l'actualité. Nous nous retrouverons samedi prochain, Félix Boni et Assali Tiemoko et moi-même, pour un nouveau décryptage de l'actualité. Ce vendredi 15 mai, je recevrai dans le cadre de notre toute nouvelle émission M. Mamadou Touré. Il est le conseiller à la jeunesse et au sport du chef de l'État. 2 confrères de la presse nationale conduiront avec moi un entretien à plusieurs voix. Ce sera dans l'heure de vérité. Et puis, pour ceux qui ont regardé ce programme jusqu'au bout, j'ai ce message un peu particulier. Vous pouvez noter ce lien qui s'affiche sur votre écran, en bas de votre écran.
C'est notre magazine numérique qui fait une centaine de pages et ça s'appelle Ici Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Merci Félix. Merci. Merci à Salé et à la semaine prochaine.